Mais aussi, puisque nous sommes en train de faire une analyse PESTEL, il y a un contexte technologique. Je vous ai dit que la digitalisation vient progressivement. La gestion logistique, les suivis des cargaisons, ça vient progressivement. Donc, avant d'en arriver là, il faudrait d'abord qu'on travaille. Et la digitalisation viendra progressivement. Donc, ce corridor est aussi un moyen de pousser nos gouvernements à déployer des systèmes de gestion ferroviaire modernes, puisque ça créerait des opportunités pour les startups africaines évoluant dans la tech logistique. Donc, il y a plusieurs défis persistants aujourd'hui en ce qui concerne la connectivité numérique, la maintenance des équipements ou la cybersécurité, oui, mais c'est aussi une opportunité pour innover dans les secteurs de la logistique, mais en matière technologique. Il y a un contexte environnemental ou écologique, oui, parce que le corridor traverse des pays en pays. Il y a des risques de déforestation, je vous ai dit, si ce n'est pas le déguerpissement des populations, mais il y a aussi les risques de perturbation des écosystèmes parce que la géographie, elle n'est pas pareille partout. Donc, il faut faire une bonne étude avant de lancer des grands déploiements. Il y a aussi besoin de normes strictes en matière de développement durable, de respect de l'environnement. Il faut intégrer des initiatives vertes et aussi réaliser l'évaluation des impacts environnementaux. Toutes les fois, il faut un mécanisme de suivi et évaluation des impacts environnementaux qui créerait la réalisation de ce projet du corridor. Il y a enfin un contexte légal ou réglementaire, parce que nous sommes dans la ZLECAf, certes, mais chaque État a sa législation douanière, a sa législation fiscale, a ses contraintes logistiques. Alors, il faudrait harmoniser un cadre légal ou un cadre légal ou un cadre réglementaire pour effectivement bien gérer la partie juridique. Mais aussi, ces projets étant immenses, il faut des PPP. La Chine, d'ailleurs, fonctionne généralement en mode PPP, partenariat public-privé, pour gérer les grands projets d'intérêt général. Mais aussi, aujourd'hui, les États doivent comprendre qu'il faut respecter les règles de transparence dans l'exploitation minière, telles que les cadres ITA, les règles, les normes SCG. Il faut respecter toutes ces normes-là, parce que on doit exploiter les corridors, mais sans porter atteinte à la jouissance des générations futures. Donc, c'est important de tenir compte de tous ces aspects-là. Et voilà. Donc, c'est le premier point, le cadre que je voulais fixer pour que tout le monde ait une idée réelle de ce que ce corridor vaudrait. Je m'en remets à vous, Monsieur Dadou, pour la suite, puisque nous avons 3 modules, mais ça, c'était d'abord pour fixer le cadre général. À partir d'ici, on peut facilement évoluer rapidement puisque les principes de base sont déjà fixés. Très bien. Merci pour cette très belle présentation, succincte, très concise, voilà, qui a permis à tout un chacun d'avoir un aperçu global non seulement de la géographie, hein, où ces enjeux importants se déroulent, mais aussi sur les retombées et l'impact de ce projet au niveau local, au niveau régional et même au niveau mondial. Bon, pour dire aussi, hein, vous l'avez dit dans votre introduction, c'est vraiment un enjeu qui se dessine dans un contexte de transition énergétique, mais surtout de souveraineté industrielle, puisque le contexte mondial aujourd'hui qui met en avant la souveraineté énergétique, il met en avant la souveraineté industrielle, mais aussi l'ensemble des enjeux sur l'environnement, puisqu'il y a cette transition au niveau mondial qui se passe de façon à l'échelle mondiale, voulais-je dire. Bien au-delà, enfin, ce sont des ressources, vous l'avez dit hein, dans votre tableau de présentation, avec le lithium, le cobalt, le nickel et les terres rares, qui deviennent aussi des enjeux de puissance économique.
il y a un concept que nous développons, nous lançons au niveau de l'Institut africain de la réflexion stratégique. On parle de minéraux puissance, puisque ce sont les minerais aujourd'hui qui permettent aux États d'être non seulement des forces de puissance militaire, mais aussi de puissance économique. Donc, et tout cela se dessine sur ce qu'on appelle la hanche de l'Afrique, donc la République démocratique du Congo, où il y a ces deux grands géants qui sont en train, peut-être pas de se battre, mais de se réconcilier au niveau de la RDC. Donc, on passera sur votre deuxième partie et nous prendrons les questions. Je présume qu'il y a beaucoup de questions. Nous vous laisserons d'abord dérouler votre exposé et les questions viendront à la fin. Merci bien. Alors, quels sont les enjeux prioritaires du corridor de Lobito? C'est d'abord le désenclavement économique du Haut-Katanga. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, puisque ce corridor est important, il sert tout simplement à faciliter l'exportation compétitive des minerais stratégiques. La coopération transfrontalière avec l'Angola et la Zambie, la création d'emplois et le développement régional, mais aussi il y a une question importante qui se pose, c'est la sécurisation et la durabilité des infrastructures. Alors, la plupart des temps, puisqu'il y a beaucoup d'éléments, je préférerais que nous puissions réfléchir en termes de tableaux, puisque dans les tableaux, on saura synthétiser des éléments assez complexes. Alors, les enjeux, il y en a des enjeux qui sont géopolitiques, géostratégiques, économiques et logistiques, infrastructurels. Il y a d'autres enjeux qui sont purement technologiques, sociaux, humains, environnemental, juridique et de gouvernance. J'ai brossé à peu près tous ces enjeux-là. Mais alors, pour la RDC et pour l'Afrique, c'est quoi les enjeux en question? Pour la RDC, sur les plans, par exemple, géopolitique, il y a la réduction de la dépendance vis-à-vis de l'Afrique australe. Il y a renforcement des relations avec l'Angola et la Zambie. Mais pour l'Afrique, c'est par exemple l'intégration régionale qui est renforcée et la diversification des routes stratégiques. Ça, c'est la première des choses. Vous aurez les tableaux, alors je vais passer rapidement à un autre point. Prenons par exemple d'un point de vue juridique ou gouvernance. Il y a là un besoin de clarifier la législation qui encadre ces investissements et les partenariats publics-privés. Il y a aussi une nécessité d'harmoniser les règles douanières. Moi, je vous dis déjà que le système douanier fiscal congolais est déclaratif, mais il faut réfléchir maintenant. Nous ne sommes que dans un régime déclaratif. Est-ce qu'en Angola, c'est déclaratif? Est-ce qu'en Zambie, c'est déclaratif? Il faut harmoniser déjà les cadres qui vont gouverner tout cela. Alors, pour l'Afrique, il faut renforcer les institutions régionales. Ça veut dire qu'il faut trouver un mécanisme qui permet de gérer concomitamment cette question-là pour les 3 pays au même moment. Donc, il faut soit une commission technique, soit un organe qui doit être créé pour effectivement mettre tous les intérêts au même endroit. Alors, il y a le désenclavement économique du Haut-Katanga. Déjà, le problème, c'est que structurellement, le Katanga dépend des autres corridors. Je vous ai dit, des corridors qui sont plus orientés vers l'Afrique de l'Est, passant par la Tanzanie, passant par le Mozambique, passant même vers le sud, vers l'Afrique du Sud. Mais aujourd'hui, le corridor se révèle être une nouvelle voie stratégique qui nous permet de faire une liaison ferroviaire depuis la RDC jusqu'à l'océan. Donc, c'est important parce que cette fois-là, il nous ouvre ce corridor vers l'ouest au lieu de dépendre exclusivement de l'est. Mais il faudrait souligner que les défis, c'est la modernisation même de ces infrastructures et la sécurité, non seulement des infrastructures, mais aussi du flux des minéraux qui sont transportés ou exportés à travers cette voie-là. Alors, par exemple, lorsqu'on parle aussi d'enjeux en dehors du désenclavement, je vous ai dit
qu'on parle aussi de l'exportation compétitive des minéraux. Alors, il y a un mot qui nous intéresse, c'est compétitif, puisque exportation, c'est à la base de l'action. Alors, il y a là, je vous ai mis les indicateurs, la valeur actuelle en cours et les projections à l'horizon 2030. Vous voyez par exemple le cuivre. La RDC est un grand exportateur du cuivre. Et la valeur actuelle des exportations du cuivre, c'est à peu près 2,5 millions de tonnes l'an. Ça, c'est seulement pour le cuivre. Vous prenez le cobalt, c'est 130 000 tonnes l'an, soit 70% de la production mondiale. Et vous voyez que si on fait une projection d'ici à 2030, la RDC est censée produire entre 180 000 et 200 000 tonnes l'an. C'est énorme. Donc, il faut sécuriser, comme je vous ai dit, ces minéraux, mais aussi il faut s'assurer que leur exportation répond aux standards des marchés internationaux. Donc, c'est un danger terrible, cet enjeu-là, l'exportation compétitive. Mais aussi, en présence d'un pays comme la Chine ou en présence du partenariat de l'Union européenne, il faudrait des normes strictes pour que l'exportation réponde réellement aux standards internationaux. Alors, en dehors de cela, il y a une coopération transfrontalière avec l'Angola. Pourquoi? Parce que nous avons là des infrastructures de transport communs. Nous avons là une législation douanière et des facilitations de commerce qui sont encore vues dans un angle commun. Il y a la législation logistique, la gestion logistique intégrée et il y a la gouvernance et la coordination institutionnelle. Donc, tout ça doit être réfléchi de manière coordonnée. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, on parle d'infrastructure et de transport en commun pour nos États, il faudrait déjà s'assurer que la réhabilitation même s'est faite de manière coordonnée. La construction s'est faite de manière coordonnée. Les dépenses sont validées par toutes les parties prenantes et que l'interconnexion ferroviaire est intégrée. Ça veut dire que ça passe réellement par Lobito, par Kolwezi, ça passe par Kolwezi, Ndola jusqu'à Lobito. Donc, il faudrait que chaque État se retrouve sur la chaîne. Et pour cela, il faut une véritable coopération ou mettre en place des véritables mécanismes pour assurer au mieux cette coopération transfrontalière. Mais aussi, il y a la création d'emplois. S'il faudrait qu'on en parle. En matière de construction et d'infrastructure, déjà, s'il faudrait qu'on en crée entre 2024 et 2025, c'est à peu près 20 000 emplois directs et indirects qui pourraient être créés. Si on projetait d'ici à 2030, c'est plus de 45 000 en phase d'expansion ferroviaire et port. Ça, c'est juste en matière de construction, s'il faut construire. Mais maintenant, en matière de logistique, s'il faut assurer le transport, c'est à peu près 8 000 emplois qui pourraient être créés l'année en cours et 20 000 dans 5 ans. Donc, c'est intéressant parce que ce corridor aussi ouvre une voie vers l'industrie minière et des services. S'il faudrait que les entreprises saisissent l'opportunité industrielle dans ces secteurs, en tout cas, il y a au moins 3 000 emplois qui peuvent être créés dans chaque pays et 10 000 dans l'ensemble des pays. C'est quand même beaucoup. Cela permettrait, par exemple, de renforcer la maintenance, les services associés et de bien gérer la chaîne de valeur. Alors, si on prend la formation et l'ingénierie, dans 5 ans, on peut créer à peu près 5 000 opportunités. Et dans les 5 000 opportunités, on peut créer des opportunités non seulement pour les centres de formation technique, mais aussi pour les universités qui sont dans la recherche, qui sont ancrées dans la recherche industrielle et minérale. Alors, l'impact sur la région, c'est que en termes de PIB, on peut ajouter sur les PIB actuels que chaque pays a au moins 2 à 3% par an selon les zones. Je vous ai dit, si on cumule les emplois indirects à l'échelle régionale, ça peut aller jusqu'à 100 000 emplois cumulés, tous les secteurs confondus.
100 000 emplois, ça résolverait déjà un problème de chômage que nous avons dans les pays. Et Mme Thérèse Kaikwamba a insisté sur cet aspect-là. En dehors de la diversification des partenaires, mais il y a aussi de notre côté d'autres aspects en termes d'intérêt, en termes d'opportunités qu'on peut saisir. Et c'est notamment l'insertion des jeunes et des femmes, notamment dans des projets, en tout cas régionaux, à l'échelle régionale. Donc, les projets qui touchent la région, on peut aussi envoyer des jeunes Congolais, des jeunes Angolais pour travailler ensemble, puisque rare de fois on a l'occasion de collaborer. Ça peut beaucoup nous aider. Maintenant, en termes de sécurisation et de durabilité, il faut assurer non seulement la sécurité physique, mais aussi la sécurité logistique. Il faut surveiller les cargaisons, il faut surveiller la chaîne d'approvisionnement, il faut surveiller toutes les personnes qui sont impliquées dans ces commerces-là ou dans ces business-là. Et ça pose un problème de sécurité. Il faut mettre l'armée au service de l'exportation minière de nos matières premières. Il faudrait regarder. Aujourd'hui, les M23, l'AFC ont compris cela. Ils ont mis en place un système de sécurité, en tout cas, difficile à cerner. Mais ça, c'est de manière illégale. De manière légale, la RDC, l'Angola et la Zambie, pour renforcer leur coopération transfrontalière, ils doivent mettre en place une armée commune pour sécuriser cette partie du corridor jusqu'au niveau du port de Lobito, pour éviter que les concurrents, par exemple, soit désorientent les cargaisons, soit prennent le contrôle de ces cargaisons-là. C'est important, c'est une question stratégique. Il faudrait avoir une idée sur ça. Alors, je vais passer rapidement. En résumé, quand on parle d'enjeux stratégiques pour le Haut-Katanga, il y a la valorisation locale de la production minière, il y a l'insertion dans la chaîne régionale et mondiale de ce corridor-là, ça ouvre le pays, ça ouvre la RDC vers les marchés mondiaux et on les verra bientôt. C'est la croissance économique accélérée via les exportations fluides. C'est aussi le renforcement de la connectivité, la création d'un hub logistique. Il y a d'autres tendances et des gains attendus d'ici à 2030 et des bénéfices attendus. Vous aurez l'opportunité de les dire dans ces moments.